Ah oui, alors les gens sont souvent surpris quand on parle de sciences dures et sciences humaines. Beaucoup de gens ont du mal à se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de réfléchir quand on étudie un domaine, une discipline, une idée. Et il y a effectivement deux façons. C'est les sciences dures, maths, physique, chimie, où on a des choses qui sont extrêmement concrètes, où on peut dire que 1 plus 1 égale 2. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les sciences humaines. Ça veut dire que c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est psychologie, on a un petit peu tout ce qui est lié à l'histoire de l'art, à l'histoire. L'archéologie en fait partie aussi, on a tout ce qui est lié à la sociologie, toutes ces choses-là. Pour avoir au départ été formé aux sciences dures, j'étais très surpris quand je suis arrivé en histoire de l'art, de voir que j'avais des gens autour de moi qui avaient fait des parcours littéraires au lycée et qui, selon moi, n'avaient pas été formés à réfléchir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus bêtes ou plus intelligents que d'autres, mais ça voulait seulement dire qu'ils ne s'étaient jamais posé les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et donc du coup, j'ai fait mes 3-4 ans d'histoire de l'art, après j'ai fait un petit peu d'archéologie à l'université, j'ai passé mes diplômes, alors le minimum parce que le milieu en lui-même ne m'intéressait pas beaucoup, le milieu université, et puis après j'ai été archéologue, on va dire professionnel, parce que là j'étais payé. J'étais salarié de l'archéologie pendant, on va dire, donc de 2007 à 2014 à peu près. Donc j'ai franchi un petit peu tous les échelons. J'étais au départ petite main qui gratouillait de la terre, un petit peu comme tous les bénévoles ont commencé l'été. Et puis j'ai franchi les échelons au fur et à mesure pour après on diriger des équipes. Alors je ne l'ai pas fait sur des centaines de chantiers. Je n'ai pas inventé une carrière de 20 ans qui n'existait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu voir un petit peu toutes les différentes étapes qui mène en fait du travail manuel au travail intellectuel dans l'archéologie. Et comme j'ai été assez déçu du comportement un petit peu des gens qui composaient l'archéologie, que ce soit l'archéologie sur le terrain ou en dehors du terrain, avec tout ce qui pouvait y avoir d'administratif, à un moment donné, j'ai décidé de quitter tout ça puis pour faire d'autres choses. Voilà. Alors bon, c'est sûr que je me suis assis sur toutes mes années d'études, parce que j'ai quand même fait d'études jusqu'à 26 ans, mais j'ai trouvé que je me sentais mieux à faire autre chose qu'à cautionner une discipline qui me semblait fonctionner un petit peu à l'envers. Donc pendant 2-3 ans, j'ai fait plein de choses, plein de choses, plein de métiers différents. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai rencontré plein de gens qui étaient tout en bas de l'échelle et ça m'a permis d'évoluer personnellement au milieu de tout ça. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui m'a proposé de venir l'aider dans sa maison d'édition. Pour différentes raisons, on s'est séparés. Donc du coup, je me suis dit, puisque j'avais commencé à travailler dans l'édition, pourquoi ne pas moi-même me lancer dans l'édition avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Puis j'avais déjà un petit peu autour de moi qui me poussait à ça. Donc je me suis dit que inéluctablement, ça me semblait être intéressant. Parce que j'allais pas essayer de mettre en valeur mon travail, comme c'était le cas quand j'étais dans l'archéologie, mais plutôt de mettre en valeur le travail des autres. En essayant d'utiliser tout ce que j'avais pu apprendre de par ma formation professionnelle, universitaire aussi, mais aussi de ce que j'avais pu vivre pendant 2-3 ans en ayant quitté l'archéologie. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, éditeur parce que ça m'intéresse véritablement de promouvoir, on va dire, des auteurs, des thèmes, des recherches, et sans être partisan. Voilà, c'est-à-dire que chacun pourra juger avec les livres qui vont sortir de ce qui est considéré comme plausible ou non, sans être véritablement le porte-drapeau d'une quelconque idéologie. Voilà. Il n'y a pas de meilleur site en archéologie. C'est-à-dire que, déjà, c'est une question de période. Moi, au départ, j'étais formé sur du gallo-romain, donc en gros, c'est on va dire c'est du romain, donc c'est des murs, des choses assez massives, assez spectaculaires. Mais il y a des gens qui font de la préhistoire, qui font même de la paléontologie. C'est-à-dire qu'ils déterrent des os de dinosaures. Il y en a d'autres qui sont aujourd'hui dans l'archéologie dite moderne, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller des choses qui datent, on va dire, de la Renaissance, même parfois certains jusqu'au 19e siècle. Et comme j'ai pu le faire sur certains sites dans le nord de la France, certains se sont amusés à fouiller, on va dire, des vestiges, si on peut appeler ça comme ça, de la Première Guerre mondiale. Alors c'est assez amusant, mais ça reste de l'archéologie. Parce que d'un point de vue purement étymologique, archéologie, ça veut dire archéo-ancien, et logie, étude. Donc l'archéologie, c'est l'étude de l'ancien, mais sans qu'on précise exactement à partir de quelle distance de nous, en termes de temps, à partir de quand on peut considérer que c'est suffisamment ancien pour que ça puisse paraître pertinent. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur site, il y a des choses qui étaient plus spectaculaires que d'autres. Moi je sais que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, travailler dans des contextes où on avait justement un enchevêtrement de périodes différentes. C'est-à-dire on n'avait pas seulement une civilisation, une ère chronoculturelle, c'est-à-dire c'était pas que les Romains, c'était pas que les Gaulois, c'était pas que du haut Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge, mais un petit peu là où tout était mélangé. Alors pourquoi ça m'intéressait? Parce que je trouvais qu'il y avait un vrai travail intellectuel, de démêler tout ça, et j'avais l'impression, même en étant petite main, c'est-à-dire que j'avais aucun rôle par rapport au rapport de fouille, mais je trouvais ça très intéressant que de me poser des questions pour essayer de résoudre un puzzle ou un Rubik's Cube
qui était sous mes yeux. Et d'un point de vue purement intellectuel, je trouvais ça très, très intéressant. Voilà, c'était presque un jeu, quoi, de travailler à ce moment-là. Alors le ressentisme, c'est quelque chose que j'ai abordé à partir de 2006 dans un magazine. Au départ, l'article faisait à peu près, on va dire, 4-5 pages. Et j'ai trouvé ça complètement farfelu. Le ressentisme, c'est une théorie, c'est une hypothèse, on va dire, au départ, qui consiste à dire que, contrairement à ce que les chronologies officielles veulent bien nous dire, l'Empire romain et notre passé qui nous est éloigné à partir de l'Empire romain est beaucoup plus proche de nous que ce que l'on imagine. C'est-à-dire que si on regarde en fait la chronologie officielle, en gros, la fin de l'Empire romain, on va dire que c'est 500, plus 500. Nous, aujourd'hui, on va dire qu'on va simplifier, on va dire qu'on est en l'an 2000. Donc ça veut dire que l'Empire romain nous est éloigné de 1500 ans. Le ressentisme considère que l'Empire romain, alors au plus près, il serait à 500 ans de nous, donc c'est-à-dire 1500 sur les chronologies, la correspondance des chronologies officielles, ou certaines autres personnes considèrent que en fait, ça serait plutôt l'an 1000 ou l'an 800. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça a répondu à beaucoup de mes interrogations quand j'étais sur le terrain. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est surtout amusant dans l'archéologie, c'est de se dire qu'on a plein de choses qui sont enchevêtrées, on a un vrai micmac et on va faire un vrai jeu intellectuel pour démêler ce qui est plus ancien et plus récent à travers ce qu'on appelle la chronologie relative. Alors la chronologie relative, on va dire que c'est en opposition à la chronologie absolue. La chronologie absolue, c'est quand on dit d'une chose qu'elle est rattachée à une date précise, c'est-à-dire l'an 1000, l'an 800, l'an 200, moins 1000, moins 2000. Ça, c'est de la chronologie absolue. Sur la chronologie relative, on va dire qu'une chose, elle est plus ancienne ou plus récente qu'une autre. Un petit peu, quand on regarde la table qui est devant nous, on sait que par le simple fait de la gravité, si on a un pot avec des fleurs et une table, ben la table, elle est forcément plus ancienne que le pot de fleurs qui est posé au-dessus. C'est simplement du fait de la gravité. Et donc du coup, dans ces sites comme ça, où on a beaucoup de périodes différentes, on va dire on a du romain, on a du gaulois, on a du bas Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge, eh bien, on peut essayer de s'amuser justement à voir si oui ou non, cette théorie du ressentisme, c'est une simple théorie, d'un point de vue purement intellectuel, ou est-ce que ça a, on va dire, un début de vérité par rapport à tout un tas d'interrogations et tout un tas d'anomalies que l'on peut rencontrer sur le terrain. Alors, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur tous les sites archéologiques, et encore faut-il que quelqu'un ait soufflé l'idée, enfin ait soufflé l'hypothèse, pour qu'on puisse réfléchir à ça. Alors je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs forcément une démarche intellectuelle qui consiste à dire que certains ont voulu falsifier les chronologies, mais l'hypothèse du ressentisme, ce qu'on pourrait vraiment appeler l'hypothèse ressentiste, ça permet de résoudre beaucoup d'anomalies. Voilà, notamment la transition qu'il y a entre le monde romain et, on va dire, l'arrivée du Moyen-Âge, les Mérovingiens et les Carolingiens. Voilà. Donc j'ai beaucoup étudié ce genre de choses-là, j'ai essayé de l'appliquer quand moi j'étais archéologue, mais vraiment petite main, quoi. Ça veut dire que je n'avais aucun rôle, c'est pour ça que justement que je me permettais de penser à ça. Et puis, au fur et à mesure des années qui ont passé, j'ai mis ça un petit peu de côté. Et c'est seulement sur la fin, quand j'ai commencé à quitter l'archéologie, que j'ai commencé vraiment à envisager le fait de faire autre chose, que je me suis dit, ben oui, mais c'est vrai, le ressentisme là-dedans. Et là, j'ai vu quand même des choses, je me suis remémoré des sites où on ne comprenait rien, avec les responsables justement, quand là j'étais, alors c'est ce qu'on appelle responsable de secteur, donc j'étais sous-chef en quelque sorte, donc je participais au rapport, mais on va dire sur seulement quelques pages ou quelques dizaines de pages, eh bien, ce qui nous paraissait très compliqué au départ, pouvait commencer à avoir une réalité à travers l'hypothèse ressentiste. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, la transition entre l'Empire romain et le Moyen-Âge est beaucoup plus floue et beaucoup plus complexe que nos chronologies veulent bien le dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier, on va dire que d'un point de vue purement universitaire, alors c'est pour simplifier au maximum, on va dire qu'en 500, on est dans l'Empire romain, et à partir de 501, on est dans l'Empire chrétien. Alors bien évidemment, on sait que c'est pas comme ça, mais tout tend dans l'archéologie et dans les sciences dites humaines à cataloguer les choses et à les simplifier à un tel point qu'au départ, ce qui est une simplification devient plus ou moins un dogme. Donc voilà, le ressentisme, ça reste encore une hypothèse aujourd'hui. Je travaille beaucoup dessus, alors avec le peu de temps que je peux y consacrer malheureusement, mais dès que j'ai des temps libres, un petit peu sur tout ce que je peux voir autour de moi, ce que je peux me remémorer aussi, les rapports de fouilles sur lesquels je peux tomber sur Internet, ou des discussions que je peux avoir avec d'anciens collègues ou des érudits qui ont beaucoup étudié l'histoire, on va dire que le ressentisme, ça prend de plus en plus de corps. Mais c'est l'œuvre d'une vie, hein. Il y a quelques Russes et quelques Allemands qui ont travaillé sur le sujet. Eux, ils y ont consacré leur vie.
Alors ce sont des gens aujourd'hui qui sont assez âgés, donc ça serait bien qu'il y en ait certains qui puissent reprendre un petit peu le flambeau. Alors non pas en tant que partisans de la cause, mais en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre que le récentisme? Analysons la chose très froidement, en se disant voilà, soit c'est vrai, et l'idée c'est de prouver que c'est vrai, avec tous les bémols qu'il peut y avoir aussi avec. Est-ce qu'il faut rajouter 1000 ans dans la chronologie, 500 ans, 200 ans? Ou bien alors, est-ce qu'il faut se dire, voilà, c'est complètement faux? Parce que finalement, on a beau retourner le truc dans tous les sens, c'est complètement farfelu, on se rend compte que les gens qui ont commencé à amener ces idées-là sont quand même assez louches, donc on se dit, voilà, c'est faux, et à ce moment-là, il faudra défendre l'idée au maximum que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, en quelque sorte, hein, et que le récentisme n'a aucune réalité et que ça sert à tromper les gens. Voilà. Donc il faut, à mon sens, dans le récentisme, comme dans tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui au XXIe siècle à l'âge d'Internet, il ne faut pas être partisan, mais être complètement neutre et avoir des méthodes d'analyse qui nous permettent objectivement de dire cette chose, elle est plutôt vraie ou plutôt fausse. Et une fois qu'on a ça, on passe à autre chose, quoi. D'accord. Autrement dit, le récentisme, ça nous amène à douter certaines datations, alors, de l'histoire? Oui, parce que sachant en plus que dans les datations, il y a des choses qui sont très scientifiques, on va dire, qui sont rapprochées des sciences dures, comme la datation carbone 14. On a aussi un petit peu tout ce qui est basé sur la dendrochronologie, on a aussi des choses en termes de thermoluminescence. C'est des termes un peu barbares, hein, mais ceux qui connaissent un peu l'archéologie et les datations sauront à quoi je fais référence. Et après, on a des choses qui sont vraiment des datations, mais basées sur les sciences humaines, c'est-à-dire tout ce qui est typochronologie. C'est-à-dire la ressemblance de certaines formes pour dire que si on a deux objets qui sont d'une forme quasiment similaire, donc ça veut dire qu'elles sont proches dans le temps. Et on voit en fait qu'en termes de typochronologie, on a des datations qui sont affinées par du carbone 14, ce qui fait qu'en fait, pour vraiment avoir une datation sur un chantier de fouilles archéologiques, mis à part sur la chronologie dite relative, c'est-à-dire plus ancienne ou plus récente, quand on veut travailler sur la chronologie absolue, on mélange un petit peu toutes les méthodes qui sont dérivées des sciences dures et les méthodes qui sont dérivées des sciences humaines. Donc effectivement, oui, les datations peuvent être remises en cause par le récentisme. Mais encore une fois, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait forcément une malhonnêteté intellectuelle de la part de certains. Alors peut-être pour certains oui, mais je pense que pour la grande majorité, comme moi ils sont allés à l'université, comme moi ils ont appris leurs cours, et il leur paraissait tout à fait logique de suivre l'enseignement qu'ils avaient pu avoir pendant plusieurs années à l'université. Et on va dire que, un petit peu à la façon d'un Lego, leur construction intellectuelle, elle est basée sur des choses qui sont potentiellement erronées, mais avec un raisonnement qui est derrière de bonne foi. Ce qui m'a donné envie de faire de l'archéologie, c'était, je voulais comprendre comment les civilisations, ce qu'on appelle les aires chronoculturelles, comment ces civilisations en fait naissaient et disparaissaient. Puisqu'au final, qu'on soit un Maya, qu'on soit un Égyptien, qu'on soit un Romain, un Chinois ou un Japonais, ou même un Aborigène, on reste tous des humains qui naissent à un moment donné, qui mourront, qui avons des émotions entre la vie et la mort. Donc c'était vraiment, j'avais vraiment une démarche qui était à la fois très personnelle, de comprendre un peu comment fonctionnait ma société en général, l'humain, et en même temps j'avais envie d'associer ça d'un point de vue professionnel, d'où le fait de faire des études au départ d'histoire de l'art puis d'archéologie, pour essayer de me dire, voilà, maintenant je suis dans le milieu et j'exerce à la fois une passion puis une profession, quoi. Moi, j'ai été très surpris quand je suis arrivé à l'université de voir qu'on avait des enseignements qui pouvaient être assimilés à des dogmes. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'avais pu voir en maths, physique, chimie, où on nous imposait presque de nous-mêmes de retrouver les démonstrations, on nous imposait, on nous apprenait, un peu comme n'importe qui fait des mathématiques, à faire des exercices, à vérifier qu'effectivement 1 + 1 = 2. Alors je fais exprès de prendre des choses qui sont extrêmement basiques, mais quand on fait de la physique par exemple, on fait exprès de prouver à travers des exercices que la gravité fonctionne bien, que les équations sont bonnes, et ce qui fait que l'étudiant, de par sa formation, va valider au fur et à mesure ce qui a déjà été trouvé précédemment. Donc du coup, moi quand je suis arrivé en histoire de l'art, puis après en archéologie, j'étais très surpris de voir qu'on nous donnait un enseignement qui correspondait plus ou moins à une récitation, et il fallait qu'on recrache quasiment par cœur ce qu'on nous avait appris. Alors, sachant en plus de ça que quand on grattait un petit peu, on se rendait compte qu'il y avait d'anciennes théories par rapport à l'histoire de l'art ou par rapport à l'archéologie qui avaient été mises de côté, et que, pareil, quand on grattait un petit peu tout ça, on se rendait compte que derrière, il y avait des luttes de pouvoir entre différents chercheurs, différentes écoles de pensée, et que l'enseignement qu'on nous enseignait comme étant, on va dire,
la connaissance absolue sur laquelle on ne peut pas sur laquelle on ne peut rien remettre en cause, et ben en fait c'était tout le contraire, quoi. Ça veut dire qu'au même titre que la science en général, tout bouge. Et j'étais très surpris de voir que en termes d'archéologie et en général dans les sciences humaines, rien ne bouge. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a eu une petite bagarre idéologique pour voir qui avait raison, qui avait tort par rapport à un mouvement artistique, par exemple. Si on prend de la sociologie, pareil, si on prend des gens qui travaillent dans tout ce qui est statistique, mais appliqué à de l'humain, donc ça veut dire qu'on est à la frontière entre les sciences dures et les sciences humaines, on se rend compte qu'une fois qu'on a passé la petite guerre, on va dire qu'il y a au départ, derrière, plus personne ne peut remettre en cause l'idée qui est sortie, on va dire, vainqueur du combat, quoi. Et j'étais très surpris de voir que j'avais lu des livres d'archéologie. Alors c'était bien évidemment des choses qui étaient assez basiques, c'était de la vulgarisation, mais quand j'ai eu mes premiers cours d'égyptologie, je crois que ça devait être d'ailleurs en première année, j'étais très surpris de voir que on me décrivait les pyramides du plateau de Gizeh, donc Khéops, Khéphren, Mykérinos, en me donnant effectivement des longueurs, des largeurs de bâtiments, en me faisant de la description pure et sans jamais aller au fond des choses en se disant pourquoi on construit des pyramides, comment, si ce n'est en nous disant, ben voilà, on a une histoire, ça a été fait par des esclaves, ce sont des tombeaux, il ne faut pas aller voir plus loin. Donc j'étais très surpris de voir le décalage qu'il y avait entre l'enseignement dans les sciences humaines et l'enseignement dans les sciences dures. Et surtout du fait que j'avais autour de moi des amis, des collègues, des étudiants qui, eux, n'avaient jamais été formés qu'aux sciences humaines, donc littéraires à la base, et que n'ayant jamais appris ce que c'était que les maths, la physique et la chimie, par eux-mêmes, il était même inconcevable d'aller vérifier, et c'était même presque suspicieux d'aller voir si ce qu'on nous racontait était vrai ou faux, et d'aller voir un petit peu toute la chronologie qui permettait de dire qu'on découvre des vestiges archéologiques ou une ancienne civilisation, on regarde l'enseignement universitaire, on essaie de voir justement un petit peu tout le delta qu'il peut y avoir entre la découverte et l'enseignement universitaire. Et moi je sais que quand justement j'essayais de remettre en cause, remettre en cause, c'est un bien grand mot, et quand j'essayais de comprendre le pourquoi du comment des choses, on me regardait, on me faisait les gros yeux et on me disait mais il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi à ta place, donc t'embête pas, t'as plus qu'à apprendre par cœur. C'était quelque chose qui était complètement à l'opposé de ce que j'avais appris. Alors moi c'était plutôt en plus de la biologie, de la biochimie, des choses comme ça. De la physique j'en ai fait, mais pas énormément. Des maths, pas énormément non plus. Mais moi au départ je viens d'un bac sciences techniques de laboratoire. Donc du coup moi mon univers c'était les burettes, c'était faire de l'immunologie, c'était faire de l'enzymologie, c'était faire de la microbiologie. Et effectivement on réapprenait par nous-mêmes à vérifier ce qu'on nous enseignait. Et là j'étais très surpris de voir que c'était circuler, il n'y a rien à voir. Essayer de comprendre pourquoi on vous enseigne les choses de cette façon-là, c'est déjà très suspicieux. Donc là, d'un point de vue honnêteté intellectuelle, je disais, c'est très bizarre. Et en devenant après professionnel de l'archéologie, c'est-à-dire qu'en étant payé, je me suis rendu compte que c'était exactement le même système. C'est-à-dire que quand on avait un collègue qui avait écrit un rapport de fouille sur un site, on ne remettait pas en cause le rapport de fouille. Parce que sinon on remettait en cause le collègue en lui-même, sa démarche, les gens qui l'avaient encadré, les gens qui avaient jugé son rapport. Et donc du coup, une fois qu'une chose elle est validée, on ne peut plus revenir dessus. Donc au milieu de tout ça, je me suis dit, là il y a un problème. À mon sens, il y a un problème. Il y a un problème par rapport à la discipline, et il y a un problème par rapport aux humains qui incarnent cette discipline-là, parce que eux-mêmes ne savent plus ou ne veulent pas essayer de remettre en cause un petit peu ce qu'ils utilisent au quotidien. Toutes ces théories qui sont profondément humaines, quoi. Alors du géopolymère, pour ceux qui ne connaissent pas bien, ça veut dire qu'il y a ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la pierre reconstituée. Voilà. Parce que d'un point de vue purement physique, d'un point de vue purement de l'observation, c'est impossible de faire autrement. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, quand j'ai étudié le plateau de Gizeh, alors c'est sûr que c'était en première année de fac, mais on a fait tout le plateau de Gizeh en 2 heures de temps, quoi. 2 heures de temps, quoi. Donc il y a des choses qu'on n'a jamais abordées. Et pour en avoir après discuté avec des collègues qui, eux, étaient égyptologues, donc bien des années plus tard, ils m'ont dit que de toute façon, ils avaient fait un peu plus sur le plateau de Gizeh, mais en gros, moi j'en ai fait 2 heures en première année, eux, ils ont dû en faire, on va dire, une dizaine d'heures au cours de leur formation. Après, il y a ceux qui sont vraiment égyptologues sur le plateau de Gizeh qui ont vu ça un peu plus en profondeur, et heureusement. Mais en gros, je veux dire, à l'échelle mondiale, on va dire qu'il y a peut-être 15 ou 20 personnes qui travaillent sur le plateau de Gizeh, pas plus. Donc effectivement, c'est un raisonnement intellectuel qui est très bizarre, qui est très 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 bizarre. Et il faut se faire son idée par soi-même, il faut se déplacer dans l'archéologie. Il faut savoir faire fi aussi de tout l'enseignement que l'on a eu. Alors enseignement
comme moi, pour ceux qui sont à la fac, on va dire l'enseignement que certains pourraient avoir à travers de la vulgarisation, c'est-à-dire des articles, des vidéos qu'ils peuvent voir à la télévision, sur tout ce qui est, on va dire, normalement officiel. Après, quand on va sur YouTube, on a accès à d'autres informations, donc il faut les prendre avec des pincettes aussi, parce que c'est loin d'être parole d'évangile. Mais disons qu'il faut refaire le cheminement intellectuel à partir des éléments de base pour se dire quelle est l'hypothèse qui paraît la plus plausible, sachant que dans ce genre de discipline, l'archéologie, on peut toujours apporter de nouveaux éléments. C'est-à-dire que rien n'est figé. Les éléments qu'on a aujourd'hui purement visuels, d'observation, mènent à penser très sérieusement qu'il y a donc ce que vous appelez des géopolymères, à savoir de la pierre reconstituée. Un peu comme notre béton ou notre plâtre actuel. Voilà. Les pyramides de Gizeh en elles-mêmes, j'ai étudié ça il y a longtemps, et puis c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, honnêtement. Mais effectivement, comme c'est quelque chose qui est aujourd'hui très à la mode sur Internet, très en vogue. Voilà, c'est très en vogue, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. C'est un peu le sujet qui capte un peu l'attention de tout le monde, quoi. Mais il faut surtout pas se focaliser seulement sur un sujet, mais à partir de celui-là, d'avoir un petit peu ce qui se passe autour. Et donc, pour en revenir aux géopolymères, oui, effectivement, de l'observation actuelle, il semble véritablement qu'il y ait de la pierre reconstituée qui a été utilisée sur le plateau de Gizeh. Avant, moi je me rappelle du début d'Internet, on va dire que c'était à la fin des années 2000, on avait des blogs, on avait des gens qui tenaient des sites avec des articles. Aujourd'hui on a des vidéos, donc ça veut dire qu'on peut consommer de l'image et de l'information, on va dire de façon presque illimitée, avec un sens esthétique qui fait qu'on peut se faire leurrer sur les conclusions qui sont amenées. C'est pas parce qu'on a des belles images qui nous prouvent qu'une chose est et qu'on nous prouve qu'une chose semble être vraie, que la chose elle est véritablement acceptable et qu'on est dans la réalité. Moi, quand j'ai commencé justement à quitter l'archéologie, pour des raisons purement personnelles, c'est vrai que je suis beaucoup abreuvé de tout ce qu'il y avait sur Internet. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens, on va sur YouTube et puis on voit sur le côté droit, il y a une vidéo qui nous intéresse, on va dessus. Alors, parfois c'est des documentaires, parfois ce sont des gens qui vont faire des conférences, et encore d'autres fois, ce sont des gens qui vont faire, alors c'est pas les conférences, mais ils vont prendre leur webcam et ils vont parler pendant 1 heure ou 2 d'un sujet. Et je me suis rendu compte que certains s'amusaient à substituer certains dogmes, on va dire officiels, par d'autres dogmes qui étaient officieux. Avec derrière, quand on grattait un petit peu, on va dire des idéologies qui étaient extrêmement variées, mais qui étaient extrêmement reconnaissables. C'est-à-dire qu'en fait, certains voudraient substituer, on va dire, des inexactitudes par d'autres inexactitudes. En fait, c'est tout simplement une guerre de clochers, quoi. Ça veut dire que sur Internet, il y a le milieu, ce qu'on appelle le milieu alternatif conspirationniste, avec des superstars qui savent très bien parler, qui font de très belles images, mais il faut toujours se méfier énormément du pourquoi, du comment des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un côté binaire avec les gens, ce sont des gentils ou des méchants, ils ont forcément tort ou ils ont forcément raison, mais il faut savoir être un peu dans la demi-mesure et se dire, lui a plutôt raison, lui a plutôt tort, et avoir véritablement, on va dire, un côté un petit peu historique des personnages et des théories qui nous sont apportées, quoi. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir que aujourd'hui, début 2018, on parle de certaines théories et certains sujets qui sont à la mode. On va dire qu'il y a 4-5 ans, ce n'était pas le cas du tout. On parlait d'autres choses, et je suis quasiment persuadé que dans 4-5 ans, il y a des choses qui feront des émissions sur des web TV auxquelles on n'a quasiment pas d'informations, on n'a quasiment pas d'heures d'image aujourd'hui, quoi. Donc on voit qu'il y a un phénomène de mode, il y a des gens qui surfent sur de l'actualité. Je pense que ça fait partie de tous les contre-feux qui sont lancés, de façon à par moments leurrer l'esprit des gens. C'est-à-dire que quand on a fait un peu de physique, et quand on a étudié un petit peu le rapport à la matière, au magnétisme, un petit peu le rapport des forces qui s'équilibrent toujours, on se rend compte qu'une Terre plate, ça ne tient pas debout. Parce que la physique, c'est l'expérience. C'est-à-dire que le principe de la physique pure, c'est de pouvoir reproduire en laboratoire des expériences. Et de pouvoir les reproduire de façon presque infinie. Et si on essaie de s'amuser dans notre système à nous, dans notre système solaire, dans notre vision de l'univers, de nous représenter une Terre plate, ben là on se rend compte que c'est complètement faux, c'est aberrant. Par contre, l'histoire, elle est belle. On s'imagine avec un beau dôme, on s'imagine qu'il y a même presque des rochers en dessous de la Terre plate. On peut même s'imaginer faire référence à des vieux livres, à des vieilles représentations médiévales. Quand on essaye de retirer un petit peu tout le papier cadeau qui est autour de la théorie, quand on essaie de s'intéresser aussi aux gens qui incarnent cette théorie, que ce soit en France ou dans les pays anglo-saxons,
on se rend compte que ce sont des gens qui sont parfois très sulfureux. Quand on essaie de discuter avec eux, finalement, il n'y a pas trop de contradictions qui arrivent. Et que on a des gens qui vont nous parler de la Terre plate, mais comme des prêches, et pas comme, on va dire, un vrai débat, alors scientifique, c'est un bien grand mot, mais un vrai débat idée contre idée pour se dire, moi je pense que la Terre elle est ronde, elle est sphérique, on va dire. Cette personne qui est en face de moi pense que la Terre elle est plate. Essayons de confronter nos idées, mais de façon purement intellectuelle, sans qu'il y ait aucune méchanceté, aucune agressivité, d'aucune force. Et l'idée, c'est que y en ait un qui puisse peut-être plus ou moins l'emporter sur l'autre, voire peut-être même qu'il y en ait un qui puisse apporter des éléments qui vont faire infléchir la position de l'autre. Moi, j'aimerais beaucoup discuter aujourd'hui avec quelqu'un qui, on va dire, qui défend la théorie de la Terre plate, mais je vous dis, sans agressivité, sans rien du tout. Et malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Les gens ont tendance à faire des prêches, ils ont tendance à avoir un auditoire devant eux, qui plus est un auditoire qui n'a pas les connaissances pour juger des éléments qui sont amenés. Mais voilà, je regrette qu'il n'y ait pas assez de débat dans ce domaine-là, notamment sur tout ce qui touche à la Terre plate ou alors aux arbres fossilisés, parce que j'ai entendu cette théorie-là aussi. La Terre serait parsemée d'arbres géants fossilisés. Alors bon, quand on regarde un petit peu les choses, c'est pareil. Il ne s'agit pas de dire je suis pour ou contre, mais je regarde les éléments. J'essaie de juger par rapport à ce qui me semble être concret, par rapport à ce que j'ai pu apprendre de façon universitaire, ou de par la logique que j'ai pu développer à titre personnel en tant qu'individu. Et tous ces éléments-là vont me permettre de me dire c'est plutôt vrai ou c'est plutôt faux. Et ce qui va me permettre d'infléchir ma position, ce sont de nouveaux éléments. Et ces nouveaux éléments sont ça, ça, ça et ça. Ce qui permet aussi derrière d'avoir une certaine forme d'humilité, à ne pas dire je suis pour ou contre une chose. Tous ceux qui sont d'accord avec moi, c'est des gens bien, parce que c'est flatter leur ego. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est des méchants. Mais c'est pas grave, on va pas leur parler parce qu'ils sont trop bêtes pour ça. Donc voilà, je suis assez déçu qu'on ne puisse pas avoir de vrais débats argumentés, et notamment avec les gens qui défendent cette théorie de la Terre plate. Oui, alors moi je suis né au début des années 80, donc forcément, comme tous les adolescents des années 90, je m'abreuvais de télévision. C'est pas très élevé, mais c'est ce qui nous distrayait. Et il y avait notamment en fait l'émission Mystère sur TF1. Et l'émission Mystère sur TF1, on va dire que c'était 92, 93, 94 de mémoire. Et on abordait plein de sujets. Et moi j'étais au début du collège, et c'est vrai que quand on voulait se donner des sensations fortes, quand on avait 12-13 ans à l'époque, 11-12-13 ans, on regardait Mystère. Et il y avait à la fois des choses sur les pyramides, des choses sur le trésor de Rennes-le-Château, des choses sur tout ce qui peut toucher aux Templiers, à l'histoire, mais on avait aussi tout ce qui était ovni, et tout ce qui était basé sur ce qu'on regroupe dans le terme de l'au-delà, même si le terme est très 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 générique. Donc du coup, assez rapidement, donc, à mon adolescence, j'ai commencé à lire des livres qui étaient chez mes parents. Et puis, au fur et à mesure, je suis intéressé à l'archéologie, donc parce que j'essaie d'en faire ma profession. Je me suis intéressé aussi à tout ce qui pouvait être lié à l'au-delà. Et puis, on va dire, à tout ce qui était énergie libre, même si à l'époque, on n'appelait pas ça vraiment de cette façon-là. Donc j'ai étudié, j'ai lu Allan Kardec. Je me rappelle qu'à l'époque, j'allais à Paris, j'allais acheter des livres d'Allan Kardec dans des petites boutiques qui étaient grandes comme ma cuisine à l'époque. Donc on lisait ça, on se le prêtait avec des copains. On se disait, c'est quoi ces trucs-là c'est quoi des gens qui vont jouer avec des verres, qui vont faire du Ouija, c'est quoi toutes ces choses-là. Et comme quand on est jeune, quand on se dit qu'on a des méthodes qu'on peut expérimenter, forcément on a 18 ans, il est 10 heures du soir avec des copains, quelqu'un a une bougie, on a un verre, on a du papier, on a un crayon, on va faire des petites lettres et puis on va voir si c'est vrai ou pas ce truc-là. Et donc du coup j'ai étudié tout ça, donc de façon pratique, de façon théorique. Alors la pratique ça a été assez vite, ça peut durer plus de 2-3 ans. Mais je me suis intéressé à ça et aujourd'hui encore, je lis des livres sur l'au-delà, le paranormal en général, et je trouve que tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'archéologie, il n'y a pas d'un côté les pyramides de Gizeh ou les pyramides mayas ou bien alors les hyperboréens, les Atlantes, et d'un autre côté, de façon complètement séparée, l'au-delà, le rapport à la mort et la communication éventuelle avec des morts, ou si ce n'est des morts, en tout cas des gens ou des esprits, des choses qui seraient intelligentes et qui ne seraient pas dans notre densité à nous, qui ne serait pas matérialisée dans notre environnement, visuel j'entends. Donc du coup voilà, il faut essayer de s'intéresser un petit peu à tout, en gardant à l'esprit que ce qui va nous permettre de savoir si une chose est plutôt vraie ou plutôt fausse, c'est tout simplement notre sens de l'analyse. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de dogme, il n'y a pas à se dire que je suis pour ou contre, mais j'analyse et aujourd'hui, avec ce que j'ai comme méthode et ce que j'ai comme élément, j'ai plutôt tendance à penser que. Voilà. Et sachant que normalement, avec le temps qui passe, avec la maturité aussi, avec les
vraiment avec la sensibilité qui évolue aussi, eh bien, je suis quasiment persuadé que ma vision de tel sujet va être différente. Alors, soit elle va se renforcer, soit à l'inverse, je vais avoir tendance à dire, j'y croyais il y a 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, ça m'est beaucoup moins évident, et voire même, je n'y crois plus du tout, quoi. Sachant que là aussi, c'est une question de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop être dans la croyance de j'y crois pas, mais c'est plutôt vrai, c'est plutôt faux, et qu'est-ce que ça implique, et quelles sont les interactions qui sont générées par le fait que cette chose existe ou n'existe pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont immatérielles autour de nous, qui sont intelligentes, qui interagissent avec nous. Après, peu importe le terme, voilà, j'ai envie de dire peu importe, l'au-delà, ça a un côté, on va dire, très spiritualiste, qui peut faire peur à certains, peu importe le terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des forces autour de nous qui sont intelligentes et qui interagissent avec ce que l'on fait, que l'on se rende compte ou pas. Elles interagissent dans le bien, dans le moins bien, parfois dans le très très bien et parfois dans le très très négatif. Et ça, c'est simplement par l'observation de tout ce qu'il peut y avoir de subtil autour de nous. Je pense que notre monde moderne, surtout au début du XXe siècle, nous leurre complètement sur tout ce que l'on a autour de nous et qui est, on va dire, presque impalpable, en tout cas qui est très souvent immatériel. Et la saturation d'informations que l'on a aujourd'hui nous coupe presque entièrement de toutes ces choses-là, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, ce sont soit des gens qui sont plus vieux que moi, ou bien des gens qui sont à la campagne, ou qui sont issus d'une tradition familiale où on sait observer les choses, où on sait observer le temps qui passe, où on sait ne rien faire pendant 1 heure ou 2, en se disant, pendant 1 heure ou 2, je n'ai rien fait, mais j'ai senti plein de choses. Et je vais me servir de toutes ces sensations étranges pour commencer à construire un raisonnement intellectuel qui va me permettre de dire quelle est la source, quelle est la cause qui m'a permis d'avoir ces sensations étranges de présence, de manifestation, qui seraient plutôt positives ou plutôt négatives. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un phénomène extraordinaire, paranormal? Rien du tout. Jamais rien. Rien, si ce n'est c'est ce qui me permet justement de ne pas être partisan de quoi que ce soit. C'est-à-dire que si, comme certains, j'avais eu le sentiment de m'être fait enlever par des extraterrestres, parce que j'en ai croisé, et beaucoup, alors à tort ou à raison, je pense que ça serait ma quête et j'aurais une vision très altérée de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas, si c'est réel ou si ça n'est pas réel, parce que justement, j'ai moi-même été victime de la chose et bon an, mal an, c'est devenu une obsession pour moi. Moi, je ne suis pas du tout dans le dogme ni dans l'obsession de trouver une solution à un problème en particulier, parce que justement, j'ai rien vu de particulier. On va dire que je suis exactement comme un simple curieux qui me suis intéressé à tout un tas de choses très différentes, mais qui, à mon sens, sont toutes interconnectées. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas l'au-delà d'un côté, les civilisations anciennes, l'archéologie et l'énergie libre, avec des murs qui font 10 mètres de haut entre chacune de ces théories, chacune de ces disciplines, chacune de ces philosophies. Voilà, tout est interconnecté. Il suffit juste de voir un petit peu ce qui permet de lier les choses les unes aux autres, alors que c'est vrai que de prime abord, ça paraît très 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 éloigné. Aujourd'hui, avec Internet, il y a des gens qui font quand même le travail et qui savent créer des liens au milieu de tout ça, quoi. Ce qui n'était pas le cas, je le répète, dans les années 90, quand on avait seulement la télévision, on avait seulement la radio et on avait seulement tout ce qui était, on va dire, mainstream, même si le terme est très anglo-saxon. On va dire que, voilà, aujourd'hui sur Internet, on peut avoir accès à beaucoup de choses et certaines personnes ont l'esprit très affûté et ils savent très bien parler et faire des connexions entre des sujets qui paraissent très éloignés les uns les autres. Vous avez également intervenu au dîner de Rouen. Oui. Vous avez parlé de la ligne du temps. Oui, l'hypothèse, parce que ça reste une hypothèse, c'est de se dire, enfin c'est une hypothèse comme on en fait en physique. Alors parfois c'est des raisonnements qui sont faits à l'absurde, c'est-à-dire qu'on sait qu'une chose elle est fausse, on va prouver qu'elle est fausse. Donc l'hypothèse que j'ai essayé d'analyser, de dire, on sait tous plus ou moins ce qu'est un ovni quand on s'est intéressé à l'ufologie. Si on considère que ce sont des visiteurs de l'espace, alors, de par la théorie de la relativité, on peut considérer aussi que ce sont des visiteurs du temps. Donc j'ai essayé à ma façon, comme je pouvais, de montrer que notre conditionnement de ce que l'on croit comme possible, c'est dû à notre façon de penser, et donc du coup j'avais beaucoup évoqué tout ce qui était les anciennes civilisations, avec les anciens calendriers, notamment ce qu'il y a chez les Mayas, ce qu'il y a chez les Égyptiens, ce qu'il y a chez les Chinois. J'avais parlé aussi des Grecs avec la notion de Chronos, d'Aion et de Kairos. Et tout ça en se disant, voilà, on va voir tout ce qui est possible, on va voir un petit peu notre vision qui est malheureusement très étriquée au début du XXIe siècle, dans un monde profondément marchand, profondément matériel, et de mettre ça en perspective avec l'ufologie, de se dire,
certains imaginent, envisagent l'hypothèse que ce sont des voyageurs de l'espace, ce qui est en général le plus communément admis, à tort ou à raison, mais et s'il s'agissait en réalité, tout ou partie, de voyageurs dans le temps? Et là, il y a un côté un petit peu vertigineux qui se met en place. Parce que, effectivement, d'imaginer que ces choses, soit tous les boulons, soit des boules lumineuses, pourraient venir de l'espace, c'est déjà assez angoissant. Et d'imaginer que ça puisse venir du temps, passé ou futur, c'est encore plus angoissant. Donc, il faut se dire que c'est possible, pour après se dire, allons plus loin. Et il faut avoir un bon sens critique, une bonne méthode d'analyse pour se dire, allons le plus loin possible dans cette hypothèse. Donc en conclusion, j'ai essayé de mettre en perspective en fait plusieurs cas OVNI qui pourraient tendre à, si ce n'est prouvé en tout cas, qui pourraient tendre à envisager que certaines apparitions OVNI sont dues à des voyageurs du temps. J'ai quitté l'archéologie parce que j'avais le sentiment que c'était devenu purement alimentaire, que j'étais en train de faire des rapports parce qu'on me demandait de les faire pour toucher mon chèque à la fin du mois, que c'était pas ça qui m'avait fait entrer dans l'archéologie. J'avais envie de rêver, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de remettre en cause potentiellement ce qu'on m'avait appris pour faire avancer la discipline. Et je me suis rendu compte un petit peu à la façon d'un médecin qui travaille toutes ses journées à l'hôpital que je ne changerais pas l'archéologie. Un peu comme un médecin ne pourra jamais changer un hôpital ni la médecine en France, je ne serais pas le petit archéologue qui, du haut de ses 30 ans, allait changer l'archéologie. Donc du coup, j'ai pris mes responsabilités, je suis parti. J'ai fait pendant 2-3 ans des choses assez diversifiées. Et je me suis dit, effectivement, un ami m'a proposé de faire travailler dans sa maison d'édition. Ça m'a plu, je me suis projeté. Pour plein de raisons, on est obligé de se quitter. Et je me suis dit, voilà, peut-être que c'est ça le truc qu'il faut faire. Peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que de moi-même avancer à mon rythme, à faire une chose qui m'intéresse, pourquoi ne pas mettre en valeur le travail des autres dans tous les domaines qui m'intéressent moi. C'est-à-dire que plutôt que de vendre du papier avec des manuscrits tout faits, ce que je veux, et ce que je suis en train de mettre en place, et on va sortir des livres à partir de février 2018, c'est d'accompagner des chercheurs et des auteurs de façon à faire d'une thèse, d'un sujet, un livre. Qui ne soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce ne soit pas un livre qui soit porte-drapeau d'une quelconque cause qu'on n'a pas le droit de remettre en cause, mais qui apporte un nouvel élément par rapport à une théorie, par rapport à une thèse, par rapport à une discipline. Donc aujourd'hui, plutôt que de travailler pour moi, ce que je faisais dans l'archéologie, avoir des petits bonshommes en dessous de moi à qui je disais ce qu'il fallait qu'ils fassent, même s'ils avaient l'âge de mes parents pour certains, ce qui me semble totalement ubuesque d'un point de vue professionnel, mais bon, c'était comme ça. Aujourd'hui, je travaille avec des collaborateurs, donc on est tous plus ou moins au même niveau, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a des livres qu'on va faire en l'espace de quelques mois. C'est-à-dire qu'on prend le manuscrit parce que tout est fait, on va essayer de le mettre en valeur, on va essayer de faire une jolie mise en page, de mettre des illustrations, de reprendre certaines parties qui peuvent être un peu plus développées, ou à l'inverse, de condenser certaines choses parce qu'on a l'impression qu'il y a des longueurs, et on va faire un livre. On va dire à l'inverse ou à l'opposé. J'ai des gens qui sont chercheurs et qui me disent, moi, j'ai étudié le tarot de Marseille, j'ai étudié les lignes de Nazca, j'ai étudié l'ufologie sur certains aspects très particuliers. Ça fait des mois ou des années que je travaille dessus, mais je suis incapable de faire un livre. Parce que je ne sais pas comment organiser mon travail. Et moi, je leur dis, vous n'avez pas de chance d'être tombé sur la bonne personne. C'est-à-dire que organiser les choses, que ce soit vrai ou faux, ça a été mon métier. Donc on prend plein de données sur un chantier de fouilles, on va se dépouiller avec plein de fiches, ce qu'on appelle des fiches US, d'unités stratigraphiques pour ceux qui connaissent. On va prendre des piles énormes de photos, des piles énormes d'informations, et on va essayer de prendre tout ça et d'en faire un rapport. Quelles que soient, on va dire, les conclusions du rapport. Mais mon métier, c'était vraiment de prendre plein d'informations, de les trier, de les organiser. Et moi, je dis à ces chercheurs-là, vous n'avez pas de chance parce que moi, je peux vous aider. C'est-à-dire que je vais vous faire travailler. C'est-à-dire que vous allez rédiger, on va prendre le temps qu'il faut et on va faire un livre ensemble. Et il y a un bon retour de ce côté-là. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre un bouquin tout fait, de l'imprimer, de se faire plein d'argent à la fin du mois en essayant de faire une marge sur le prix de vente, mais c'est de dire on apporte quelque chose de nouveau par rapport à des gens qui ont des connaissances, qui ont une vision assez différente des autres de ce qu'est la position, on va dire, officielle ou communément admise sur ce sujet-là, et on va apporter quelque chose de nouveau. Pour certains livres qu'on prépare, ça va être vraiment de gros pavés dans la mare, quoi. Donc ça, on va faire du sensationnel non plus. Je vous dis, l'idée, c'est pas de vendre du papier, c'est de se dire que si on a un succès critique, si on apporte quelque chose de nouveau, alors en conséquence de quoi, il y a de fortes probabilités qu'on ait un succès commercial. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Et effectivement, je passe mes journées à discuter avec plein d'auteurs, avec plein de chercheurs pour dire, voilà,
ce truc-là, il faut absolument qu'on le fasse. On essaie de mettre en place un calendrier. Alors certains ont un petit peu peur parce que parfois, il y a beaucoup de travail à faire. Donc on se dit, bon, on va sortir le livre dans un an et demi. Alors bon, pour certains, c'est un peu la douche froide parce qu'ils s'imaginaient avoir dans 2 ou 3 mois leur livre. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis je travaille sur une dizaine de livres en même temps en permanence. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est de travailler pour les autres avec toutes les connaissances que j'ai pu avoir de par ma formation. Donc comme je disais tout à l'heure, sciences dures, sciences humaines, ce que j'ai pu voir dans l'archéologie, et ce que j'ai pu voir aussi au niveau humain quand j'ai quitté l'archéologie. Donc du coup, aujourd'hui, ça me fait plaisir de me dire que je travaille pour aider à faire avancer des disciplines. Qui plus est, des disciplines qui m'intéressent, des sujets de réflexion que je connais, que je côtoie depuis que j'ai 12-13 ans. Donc des choses avec lesquelles j'ai grandi. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ça mon quotidien. Une ligne éditoriale qui est basée sur 3 parties, qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent paraître assez différentes, mais il y a des ponts. Donc en fait, on a religion, spiritualité, science et technique, et ésotérisme et paranormal. Et effectivement, dit comme ça, on pourrait se dire, mais quel est le rapport entre la science et le paranormal? Quel est le rapport entre la spiritualité et tout ce qui peut être la technique? Eh bien, je laisse à chacun le choix de faire des ponts entre toutes ces choses qui paraissent très différentes et qui pourtant sont toutes connectées entre elles. Quel est mon livre? Alors moi, c'est l'archéologie, chaque fois j'en reviens à ça, c'est un peu la Madeleine de Proust, malheureusement. Donc du coup, le livre qui m'a le plus marqué, c'est L'empreinte des dieux de Graham Hancock. C'est un livre que j'ai lu, je devais avoir, je crois, 15 ou 16 ans. Ça devait être vers 95-96. J'étais au collège, je m'ennuie à mourir. J'avais des maths, j'avais des cours de sport, j'avais des cours de français, de dessin. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Ça remplissait mes journées. Et en fait, je courais vite de l'école pour lire des livres qui m'intéressaient, qui me faisaient réfléchir. Et notamment ce livre de Graham Hancock. C'est un livre qui est très transversal sur toutes les anciennes civilisations. Ça veut dire que dans ce livre est abordé à la fois les pyramides de Gizeh, mais aussi la Mésopotamie de mémoire, et aussi tout ce qui est basé sur, on va dire, l'Amérique centrale, la Mésoamérique et l'Amérique du Sud. Donc du coup, chaque page pour moi était une révélation parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des sujets que je côtoie, des sujets que je peux avoir dans les reportages que je peux regarder à la télévision, si ce n'est qu'il réfléchit avec sa propre méthode et qu'il ne met de côté aucune hypothèse. Donc je parle bien d'hypothèse au départ, et c'est parce qu'il ne met aucune hypothèse de côté qu'il ne met aucune conclusion il n'y a aucune conclusion qui lui paraît impossible derrière. Donc voilà, tous les gens qui veulent aujourd'hui s'intéresser un petit peu à tout ce qui est, on va dire, archéologie mystérieuse, même si le terme n'est pas forcément bon, loin de là, plutôt que d'aller écouter certains gourous sur Internet qui parlent très bien, qui font de très belles images, allez lire du pur et dur, allez lire du Graham Hancock. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre site? Alors en fait, on a donc les éditions du Battleur, donc c'est la maison d'édition, et on a aussi la plateforme qui s'appelle Evolunivers. Donc c'est sur cette plateforme de contenu que l'on peut acheter nos livres, mais aussi sur lequel on peut avoir accès à du contenu gratuit, parce que c'est pas qu'une petite boutique pour faire des sous. On a accès à des vidéos, on a accès à des articles de blog. Alors aujourd'hui, ça reste très sommaire parce que comme on n'a pas sorti vraiment de livres importants aux éditions du Battleur, Evolunivers, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. Mais on va très rapidement, dès le mois prochain, donc du coup, nous à l'enregistrement, c'est dès février 2018, multiplier les collaborations, multiplier les contenus qui sont pour certains payants parce qu'il faut que les gens soient payés, mais aussi pour d'autres, ce sont des contenus gratuits. On a notamment un partenariat avec Ganymede TV. Oui, je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Donc du coup, voilà, on essaie de mettre en place tout ce qu'il faut. Et j'invite les gens à réfléchir sur le terme, sur le nom de la plateforme qu'on a utilisée. Ça s'appelle Evolunivers, c'est la contraction de évolution et de l'univers, comme si en fait tout était interconnecté. Voilà. J'espère avoir transmis à ma façon l'envie aux gens de réfléchir et on va dire d'être curieux. Voilà, d'être curieux et de se poser des questions sur ce qu'ils voient dans leur environnement. Alors quand on parle d'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'environnement matériel et immatériel. Et il est parfois facile de se poser des questions sur les objets qu'on voit qui sont tout autour de nous. On va dire que c'est une première étape, mais il faut s'en affranchir pour après tomber dans tout ce qui est immatériel. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup Laurent Villaverne, merci beaucoup.